Et voilà, ici, vous avez Carney. Trump calls his leaders, agrees to discuss new relationship if liberals win election. Donc, quand l'appel au téléphone Trump-Carney, fin du mois de mars, là, fait en sorte que les deux leaders s'entendent pour discuter d'une nouvelle relation entre le Canada et les États-Unis si les libéraux gagnent l'élection. Et c'est exactement ce que Trump veut. Trump veut renégocier une nouvelle relation. C'est pas du tout, on n'est pas dans le Canada 51. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne souhaitent que ça, et ça ne serait pas nécessairement mauvais, mais comme je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas faire un web journal super long, je ne vais pas revenir sur les choses, là, mais par exemple, ici, vous avez dans le 24 heures, le journaliste Gabriel Ouimet qui va interviewer quelqu'un de la chaire Raoul Dandurand, encore une fois, Julien Tourelle sur les menaces d'annexion de Donald Trump. Et là, évidemment, cette personne-là, Julien Tourelle, fait ce que la chaire Raoul Dandurand fait souvent, c'est-à-dire passe complètement dans le beurre et est complètement à côté de la plaque sur les intentions réelles de Donald Trump. Donc, il dit, il pourrait y avoir, comment ça pourrait se passer, l'annexion, il pourrait y avoir une invasion militaire. Le gars, il est à l'université, il parle d'invasion militaire. Ou il pourrait y avoir des offres ciblées dans le genre, on achète des provinces, mais il dit... Ouais, c'est pas probable parce que les Canadiens sont pas pour ça. T'sais. Puis après ça, il dit finalement une nouvelle entente, une nouvelle union américaine, mais ça ici, c'est encore une fois, c'est pas une annexion. Et il ne tient pas du tout en compte le fait que, notamment, que l'Alberta pourrait quitter, alors que Daniel Smith rencontrait Donald Trump, etc. Pour les Français qui nous écoutent, l'Alberta, c'est la province la plus riche du Canada. C'est là où est principalement concentré l'exploitation du pétrole, les sables bitumineux, et l'Alberta subventionne le reste du pays essentiellement. Le Québec est un État en faillite qui reçoit des subventions de dizaines de milliards de dollars de l'Alberta à chaque année. Et donc, on vit essentiellement au crochet de cette province-là. Et là, ça fait un certain temps que les Albertains se posent des questions et on souhaite peut-être quitter le Canada et se joindre aux États-Unis. C'est ce que j'expliquais en début de Web Journal, c'est-à-dire, c'est ça ici. Donc, Daniel Smith qui dit on ne peut pas laisser les libéraux, le Canada central décider, continuer à nous voler, parce que c'est essentiellement ça qu'ils disent, là. Et donc, on ne peut pas laisser le Canada central décider. Ça fait 10 ans qu'on se fait avoir et donc on ne veut pas un autre 10 ans, etc. Et là, ici, c'est certains des Albertains se mobilisent pour la séparation du Canada, etc., etc. Vous avez ici l'Alberta, là, j'avais une deuxième carte. Et là, Daniel Smith, qui, le lendemain de l'élection, passe une loi qui réduit les exigences pour qu'un référendum soit tenu d'initiative citoyenne pour la séparation de l'Alberta. C'est pour tous les référendums, mais là, on a en tête en particulier celui de la séparation de l'Alberta pour se joindre aux États-Unis. Daniel Smith lowers bar for Alberta referendum with separatism, sentiment emerging, etc. Et c'est gros et on en parle même aux États-Unis. C'est pour ça que je dis que Mark Carney marche sur des œufs, parce que l'Alberta pourrait très bien quitter. Et si l'Alberta quittait, le Canada tomberait en faillite essentiellement. Là. Je vous montre ce qu'ils en disent aux États-Unis. Trump has been calling to make Canada the 51st state, and a group in Alberta is apparently on board. Jeffrey Rath is leading that group, a lawyer from Alberta. He has that delegation behind him. Jeff, how big is your delegation? Tell me the feeling you are for joining America. Hundreds of Albertans that are reaching out and volunteering. C'était juste pour vous montrer que c'est à la télévision, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Mark Carney marche sur des œufs, parce que l'Alberta pourrait quitter. Son gouvernement est extrêmement minoritaire et lui-même est un pragmatique qui a annoncé qu'il ferait des politiques, qu'il mettrait en application des politiques conservatrices, c'est-à-dire qu'il va piger dans la plateforme conservatrice et qu'il va le faire conjointement avec les conservateurs. Il a dit, premièrement, je vous montre les petits clips, qu'il n'y aurait pas d'entente avec le NPD. Le NPD, c'est comme le parti de Mélenchon, c'est l'extrême gauche. C'est comme les écolos en France, c'est l'extrême gauche. Donc, pas de coopération avec eux. Will you be pursuing a formal governing pact of any kind with the NDP? No. Short answer, no. Yes.
Donc, c'est non là-dessus. Puis là, après ça, il dit qu'il va travailler en coopération avec le reste des provinces et des autres partis. Obviously, by definition in Parliament, we will need to get majority support to pass legislation. But this is legislation that Canadians, or at least we will be putting forth legislation that's consistent with our platform. We will return our immigration to sustainable levels by capping the total number of temporary workers and... Donc ici, il dit qu'il va réduire les niveaux d'immigration en mettant un maximum sur certains types d'immigrants. International students at less than 5% of Canada's population by the end of 2027. That's a sharp drop from the recent high of 7.3%, and this will help. Canadians also sent a clear message that their cost of living must come down and their communities need to be safe. Donc ça ici, c'est le message conservateur. Il dit les conservateurs, les Canadiens ont envoyé un message clair qu'ils voulaient que le coût de la vie diminue et que les communautés soient de plus en plus sécuritaires, c'est-à-dire... C'était les deux piliers de la plateforme libérale, des communautés sécuritaires et réduire le coût de la vie. Et donc, il dit que les Canadiens ont envoyé un clair message et il va travailler dans ce sens-là. As Prime Minister, I've heard these messages loud and clear, and I will act on them with focus and determination. As I stressed on election night, I am committed to working with others, governing as a team in Cabinet and caucus, and working constructively across parties in Parliament. Working in real partnership with provinces, territories, and Indigenous peoples, and bringing together labor, business, and civil society to advance the nation-building investments. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il marche sur des œufs, parce que sa minorité est très mince. Il y a l'Alberta qui peut se séparer, et je pense que lui-même est un pragmatique comme Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle Trump l'a choisi. L'objectif là-dedans, comme je l'expliquais avant que je passe aux vidéos, ce n'est pas une invasion militaire, ce n'est pas une annexion, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit le 51e État non plus, parce qu'il y aurait des problèmes constitutionnels énormes et des référendums incertains. Or, Trump miserait jamais, si vous comprenez le bonhomme, Trump met toujours de l'avant des politiques qui sont essentiellement gagnées d'avance. Il ne s'engage jamais, je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, dans des politiques si elles ne sont pas certaines et gagnées d'avance. C'est pas quelqu'un qui joue au casino, Donald Trump, même s'il il a ouvert des casinos. Il ne joue pas, peut-être à cause de l'expérience, justement, dans le monde des affaires. On ne fait pas de gamble, on ne joue pas à des jeux de hasard. Et l'annexion du Canada comme 51e État ou 10 États séparés est tellement incertaine à cause des référendums que ça peut pas, et ça peut prendre un temps énorme que ça ne peut pas être la stratégie, d'autant plus que Trump lui-même, la stratégie qu'il a adoptée dans cette élection, c'est de créer un sursaut nationaliste au Canada, c'est-à-dire il s'est présenté comme une menace existentielle, et là, il y a eu une gigante, alors que les libéraux, que les conservateurs étaient censés gagner, il y a eu un renversement complet à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa stratégie, un sursaut, un réveil du nationalisme canadien, de sorte que même les souverainistes au Québec, les gens qui votent pour la séparation du Québec, ont voté Carney pour sauver le Canada. Et donc, et c'était ça qui était voulu. Donc, tu peux pas avoir une stratégie où est-ce que tu provoque un sursaut nationaliste, un réveil identitaire canadien, et en même temps vouloir exactement l'inverse, c'est-à-dire l'annexion. C'est pas, vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez que c'est pas compatible comme stratégie. Et donc, ça vient aussi avec le fait que les référendums sont incertains. Je demeure sur mes positions, c'est-à-dire que Trump n'est pas là pour annexer le Canada, mais ce qu'il veut, c'est essentiellement ce qu'il fait partout avec le Panama, avec le Groenland, avec l'Ukraine. Il veut un accès aux communications, c'est-à-dire les passages, la mer Arctique, là, le passage de l'Arctique, l'océan Arctique, qui va peut-être perdre un peu de sa glace. Et donc, vous voyez, ça passe à travers le Canada. Et c'est aussi, ce passage-là dans l'Arctique canadien est aussi important, va devenir aussi important que le canal de Panama.
Ça va sauver des quadrillions de dollars en termes de coûts de pétrole pour l'acheminement des marchandises, etc. C'est essentiel pour les États-Unis. Lui veut le développement, il veut faire exploser le commerce américain, il veut ramener la richesse, etc., les entreprises, le commerce mondial, etc. Il a besoin de cet accès. Et donc, il ne peut pas avoir quelqu'un comme Poilievre qui disait notamment, nous allons protéger l'Arctique et nous allons développer des bases canadiennes et ça va être un truc... C'est peut-être bon ce que Poilievre dit, c'est-à-dire on va être nationaliste dans l'Arctique, on va défendre nos frontières, on va construire des bateaux, on va militariser l'Arctique, mais c'est pas ça que Trump veut. C'est pour ça que je vous dis, je suis comme objectif là-dedans aussi. Là. Et donc, il veut que les navires américains puissent passer là, les navires de guerre américains, que les conteneurs, les porte-conteneurs américains puissent passer par là, etc. Que les compagnies, et pas juste ça, les ressources de l'Arctique aussi. Regardez, vous avez une carte ici, les deux zones, les zones en rouge et en bleu, et en verte en Colombie-Britannique à l'autre bout, là. 70 % de la population canadienne habite dans ces zones-là colorées, vert, bleu, rouge. 70 % de la population canadienne. Le Canada est un vaste territoire pas développé du tout pour les ressources. Et le Canada n'a pas les moyens de développer... n'a pas les moyens. Oui, on pourrait développer... On n'a pas les capitaux pour développer massivement tout le Nord, c'est-à-dire... et c'est ce que Trump veut, c'est-à-dire Trump veut probablement... des droits exclusifs aux compagnies américaines, les minières, entre autres, pour aller faire du forage, de l'exploration dans le nord canadien. Et ce qu'il essaie de faire avec le nord du Canada, c'est exactement ce qu'il a obtenu avec Zelensky, avec les terres rares. Vous comprenez? Et donc, il veut un passage, et c'est la même stratégie avec le Groenland, il veut un accès, il veut du passage, des droits de passage, il veut avoir accès aux ressources, etc. Mais il n'y a aucune raison de s'encombrer avec la politique canadienne. À partir du moment où est-ce que tes compagnies ont un accès privilégié sur le territoire canadien pour le forage, etc., tu sais, admettons, c'est une clause d'exclusivité face aux compagnies chinoises. Tu sais, non aux compagnies chinoises, oui aux compagnies canadiennes pour les ressources du Nord canadien. Tu sais, ce genre d'entente-là, plus tes droits de passage, tu passes les bateaux chinois, non, mais les navires américains, oui. Tu n'as pas besoin de contrôler les villes comme Montréal et Toronto, etc. C'est de la merde inutile, là. Je veux dire, dans une perspective de Donald Trump, là. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de s'encombrer politiquement du contrôle des villes canadiennes et des infrastructures, etc., de gérer la transition et les référendums, etc. À partir du moment où est-ce que tu lui donnes qu'est-ce qu'il veut, c'est-à-dire un accès aux voies navigables, un accès exclusif aux voies navigables, comme Panama, et un accès exclusif aux ressources du Grand Nord, c'est-à-dire où est-ce que les quadrillions de capitaux américains vont pouvoir venir se déverser pour miner, faire de la recherche pétrolière et tout dans le Grand Nord canadien, alors que nous, on n'a pas ces capitaux-là au Canada. On n'a juste pas les mêmes capitaux que les États-Unis. Et quand on développe le Grand Nord, c'est comme, c'est comme une souris qui grignote. C'est un peu ici et là. Et prenez le contexte plus large, là, c'est-à-dire à partir du moment où il y a économiquement qu'est-ce qu'il veut et stratégiquement avec les communications qu'est-ce qu'il veut, il n'a pas besoin de s'encombrer avec et c'est ça qu'il veut renégocier avec Mark Carney. Okay? Il veut quelque chose comme un droit d'accès et un accès aux ressources comme avec Zelensky pour les terres rares. Mais il ne s'agit pas, à mon sens, je répète ce que je dis, Trump est un souverainiste, il ne va pas essayer d'annexer le Canada. Ah oui, facilité de pipeline, etc. Et Mark Carney est une personne avec qui il peut s'entendre, alors que sur ces thèmes-là, Pierre Poilievre a été extrêmement rigide. OK? A été extrêmement rigide. Donc, mais je veux juste répéter encore une fois que tu ne provoques pas un sursaut nationaliste canadien existentiel pour par la suite vouloir annexer le Canada. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux faire ça pour faire élire la personne que tu veux. Et là, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il s'est joué. C'est à ce moment-ci qu'on comprend que c'est essentiellement du génie ce qu'il a fait. Comme d'habitude, c'est pas une erreur, c'est du génie. Il a pris la propagande des médias canadiens depuis bientôt 10 ans contre Trump. Ça fait bien 9 ans que les médias canadiens ne font que vomir sur Donald Trump, dire que c'est un dictateur, etc. Il a pris
l'argument des médias canadiens et il l'a renversé à sa faveur, permettant aux médias canadiens de tasser le candidat nationaliste et de mettre en place, à cause qu'il a provoqué, il a utilisé comment je pourrais dire, la stratégie des médias canadiens contre eux. C'est-à-dire, étant donné que les médias canadiens, ça fait une décennie qu'ils disent que Trump est Hitler, là, il a juste besoin d'arriver et de dire « je veux annexer le Canada », et puis il sait exactement qu'est-ce qui va se passer. Ils vont tasser Poilievre, puis ils vont mettre la personne que lui veut, Mark Carney. Tu sais, rappelez-vous les posts de Q quand il dit « What happens when you know the enemy playbook », hein? Quand on connaît le mode d'opération du camp d'en face, on peut les manipuler. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Il a manipulé les médias canadiens pour faire en sorte que les médias canadiens fassent élire la personne que lui voulait en poste. OK? Donc, Trump a transformé le processus électoral en une élection en un seul thème, en utilisant les médias canadiens contre, la stratégie des médias canadiens contre eux, à son avantage. Comme du judo, tu utilises la force de ton adversaire. Plus les médias canadiens ont dit que c'était Hitler, plus son truc de « je vais annexer le Canada » était crédible. Et plus la personne avec qui il ne voulait pas négocier, Poilievre, allait être tassée, et plus la personne avec qui il souhaitait discuter, Mark Carney, allait être mis de l'avant. Et là, les médias canadiens pensent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont élu Carney. Finalement, c'est le candidat de Trump, tu comprenais? C'est les morons, vous, hein? Et finalement, là, tu sais, Carney, évidemment, on va terminer là-dessus. Carney, voyez, Trump endorses Mark Carney, shakes up Canadian election race. Là, le fait que Trump ait endossé ou appuyé Mark Carney renverse complètement la course électorale canadienne. Et là, Trump qui a des relations, on l'avait sorti, le Journal de Montréal avait sorti ça en plein milieu de la campagne. La firme, Carney est le PDG de la firme Brookfield, et Brookfield a finalement sauvé de la faillite le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Et ça, c'était en 2018, alors que Trump était président. Donc, Mark Carney était, à l'époque, je ne sais pas s'il était PDG de Brookfield. En tout cas, il était sur le comité de le Board of Directors, je ne sais pas, les mots me manquent, là, mais vous voyez ici, donc, Brookfield eased woes of Kushner Family Empire, leasing its own Crown Jewel Tower in New York. Donc, la famille Kushner qui avait besoin de liquidités, qui était sur le bord de la faillite, donc il n'y avait plus de liquidité. Et ce que Brookfield a fait, c'est qu'elle a loué une des tours là, de la famille Kushner à New York pour 1 siècle. Ils lui ont versé 1 siècle de loyer pour comme en liquidité, pour qu'ils puissent après ça utiliser ces liquidités-là pour payer les dettes, etc. etc. Ils l'ont, donc, le Brookfield de Carney a littéralement sauvé la faillite de la famille Kushner. Brookfield, et après ça, Brookfield qui a déplacé son quartier général à New York, de Toronto à New York. La compagnie canadienne Brookfield qui a déplacé par la suite son quartier général à New York, etc. Trump, New York, etc., etc. Et donc, ça a fait quand même... oui, et donc il y a déjà des relations qui étaient tissées avec Carney, notamment à travers le gendre de la famille, Jared Kushner, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a le fait que, donc, ils se connaissent. Ils avaient aussi discuté à un G20 à l'époque où Carney était directeur de la Banque d'Angleterre. Et Trump, qui est très, très, très... qui a toujours eu d'excellents mots pour Mark Carney. Juste vous rappeler, encore une fois, est-ce que je l'ai ici? Trump, Carney, il dit qu'il a une excellente relation, que les discussions vont super bien, puis etc., etc. Prime, yeah, and yesterday he spoke about American betrayal. Are you interested in rebuilding relations with Canada, and if so, how? No, well, I think we're going to have a great relationship. He called me up yesterday. He said, "Let's make a deal." You know, he was running for office. They both hated Trump, and it was the one that hated Trump, I think, the least that won. I actually think the conservative hated me much more than the so-called.
Il dit ici, je pense que le conservateur me détestait encore plus que Mark Carney. C'est celui qui maïssait le moins qui a gagné. Mais en fait, je pense pas qu'il y avait je pense que Carney a bien dû voir que Trump lui faisait... je veux dire, comment on dit, là, tu sais, lui l'a fait monter, c'est-à-dire, c'est Trump... C'est Trump qui a fait en sorte que Carney a gagné l'élection. Carney a bien dû voir ça. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement une dette envers Trump, Carney, rendu là. Liberal, he's a pretty liberal guy. But no, I spoke to him yesterday. Couldn't have been nicer. And I congratulated him. You know, it was a very mixed signal because it's almost even, which makes it very complicated for the country. It's a pretty tight race. But he's a very nice gentleman, and he's going to come to the White House very shortly. He's a very nice gentleman, etc., etc. Donc, c'était le candidat de Trump. Il l'a fait monter. Comment on dit, là, lui, il lui a donné un... et là, ici, donc, c'est ça. Maintenant, Carney est un idéologue. On a dû, tu sais, bon, le groupe Bilderberg, etc. Comment est-ce que Trump... comment est-ce que Trump s'arrange de tout ça? C'est-à-dire que Carney était auparavant, était probablement encore un mondialiste convaincu, etc., mais c'est aussi un pragmatique, comme je l'ai dit. Il y a comme il y a un pays à gérer, il y a une majorité très mince, il y a l'Alberta qui va se séparer, etc., puis il doit négocier avec Trump. Il y a comme une dette envers Trump, notamment à cause de l'élection, mais... Il y a aussi des relations depuis que Brookfield a sauvé Jared Kushner, etc. Donc, les liens sont... Et comme je l'ai dit, Carney est un pragmatique. Mais regardez ici, encore une fois, juste pour...